Dans le premier épisode de cette mini-série consacrée aux origines des mammifères, nous avons vu comment, grâce au développement de la coquille, les ancêtres des amniotes ont pu s'affranchir de l'eau pour pondre leurs œufs sur la terre ferme, et ainsi voir l'avènement des premiers reptiles, ou plus exactement les premiers amniotes. Suite à quoi, nous avons vu et retracé l'émergence des pélycosaures, des synapsides à l'aspect reptilien, plus connus sous le nom désuet de reptiles mammaliens. Enfin, dans le second épisode, nous avons vu l'émergence des premiers thérapsides, des animaux qui, malgré leur apparence très similaire aux mammifères, ne possédaient toujours pas de glandes mammaires et encore moins de système pileux. Bonjour à toutes et à tous, reprenons notre petit voyage au cœur de la Pangée et poursuivons notre périple mammalien. Voyons voir, pour se situer à ce moment de notre petite histoire, voilà environ 270 millions d'années, c'est-à-dire aux alentours du Permien moyen, sur notre cladogramme, nous constatons que quelques pélycosaures sur le déclin arpentent encore les terres de la Pangée. Et nous voyons les thérapsides s'imposer de plus en plus dans le paysage. Imposants dinocéphales, petits biarmossuchiens, prolifiques anomodontes, et les derniers que nous avons vus, les thériodontes, avec les gorgonopsiens. De terribles synapsides carnivores, amateurs de chair fraîche, prédateurs dominants du Permien supérieur. Et si je précise Permien supérieur, c'est parce qu'au Permien moyen, les dominants ne sont pas vraiment les gorgonopsiens, mais les suivants sur notre cladogramme, les thérocéphales, ou thérocéphaliens. Remarquez que, outre les précoces dinocéphales, l'ensemble des thérapsides apparaissent quasiment au même moment de l'histoire. Biarmossuchiens, anomodontes, gorgonopsiens et le clade que nous allons aborder, celui qui comprend les thérocéphales. Il faut croire qu'il y eut à cette période une vaste radiation évolutive des genres et des espèces. Les thérocéphales appartiennent donc au clade des euthériodontes, les vrais thériodontes. Ils sont, à bien des égards, assez semblables à leurs cousins gorgonopsiens, avec leurs grosses têtes pleines de dents. Du reste, ils portent bien leur nom, thérocéphale voulant dire littéralement tête de bête. Autant dire tête bestiale. Tout un poème. Assez semblable à leurs cousins gorgonopsiens, disais-je. Enfin, tout du moins, d'un point de vue superficiel. Car si l'on regarde les fossiles de plus près, des différences sont parfaitement identifiables, notamment sur les os du crâne, comme nous allons le voir. Vous l'aurez certainement compris à la vue de leur denture, les thérocéphales sont des carnivores. Et au sein du groupe, ils présentent une grande diversité, avec des espèces de petite taille, de taille moyenne, et d'autres aux tailles bien plus respectables. Géographiquement parlant, selon le registre fossile actuel, les thérocéphales étaient présents en Russie, en Chine, sur le continent africain, en Zambie, en Tanzanie, en Namibie et en Afrique du Sud. Et ils étaient même présents en Antarctique. Un groupe, somme toute, largement réparti sur la Pangée. Revenons donc aux os du crâne. Je vous disais que les crânes des thérocéphales étaient très ressemblants à ceux des gorgonopsiens, comme par exemple celui de Euchambersia mirabilis. Néanmoins, il y a quelques différences notables. Les thérocéphales peuvent être distingués des gorgonopsiens par le sommet de leur crâne qui est complètement plat chez les gorgonopsiens alors qu'il y a une crête sagittale chez les thérocéphaliens. La présence de cette crête sagittale est due à l'extension des muscles masticateurs qui finissent par comprimer la boîte crânienne. Les thérocéphales comptaient beaucoup plus sur leur muscle temporal pour mordre, alors que les gorgonopsiens, eux, utilisaient plus leur muscle ptérygoïde situé à l'intérieur de la bouche. Ouais, quoi qu'il en soit, il ne devait pas faire bon de se faire croquer par l'un ou par l'autre. Quand vous voyez cette énorme denture, je vous laisse imaginer le massacre. Une vraie boucherie. Notez au passage une petite anecdote à propos de Chambersia. Cet animal, bien qu'appartenant à la lignée mammalienne, était, tenez-vous bien, un animal venimeux. En effet, de nombreuses études, notamment celles faites par notre invité, ont démontré qu'il possédait des grandes cavités sur la mâchoire pour des glandes à venin et des dents capables de l'injecter. Un détail pour le moins surprenant.
tout du moins pour un thérapside. Un détail qui n'a pas échappé au réalisateur de la série de la BBC, Walking with Monsters, sur la Terre des Géants en version française. Il s'avère être un prédateur efficace grâce à sa morsure venimeuse. Et en effet, le pauvre Lystrosaurus succombe en quelques minutes. Toutefois, petit bémol pour la superbe série, selon celle-ci, l'action se déroule il y a 248 millions d'années. Et le premier Lystrosaurus est apparu il y a 253 millions d'années. Et le Chambersial, quant à lui, il a vécu il y a 256 millions d'années. Mais bon, ça reste une superbe séquence pour un documentaire qui l'est tout autant. Cependant, les thérocéphales étant des euthériodontes, des thériodontes plus dérivés, plus évolués, ils présentent un caractère bien particulier. Les thérocéphales ainsi que les cynodontes, que nous allons découvrir un peu plus tard, ont développé un second palais. Un palais qui sépare la cavité nasale de la cavité orale. En somme, le palais que nous avons tous dans la bouche aujourd'hui. Veuillez noter qu'il s'agit ici d'un cas de convergence évolutive, c'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, la sélection naturelle adopte un même trait morphologique entre deux genres d'animaux totalement différents. Un phénomène lié à la niche écologique de l'animal, à son environnement, et qui parfois se produit entre deux grands intervalles de temps, comme par exemple la forme hydrodynamique des ichthyosaures et celle des dauphins actuels. Étonnant de penser qu'autrefois, les synapsides basaux avaient la faculté de se passer la langue dans les naseaux. Alors, ça peut vous paraître comique comme ça, mais je vous laisse imaginer le problème pour manger et respirer en même temps, sans compter le risque de s'étouffer lorsque ça vous remonte dans les narines. Bref, la mécanique n'était pas encore au point. La nature fait bien les choses, mais il lui faut du temps. Revenons à notre arbre phylogénétique, on remarque que les thérocéphales, contrairement aux gorgonopsiens, réussissent à passer la crise Permien-Trias, tout comme certains anomodontes. Par contre, à ce stade, si l'on jette un œil à l'ensemble du cladogramme, force est de constater que bon nombre de genres et par extension d'espèces ont disparu au cours du Permien. Et il s'agit ici uniquement de la lignée des synapsides. Par ailleurs, on remarquera que ce sont toujours les carnivores qui tirent leur épingle du jeu et qui engendrent les lignées suivantes. Chez les pélicosaures, ce sont des sphénacodontidés qu'émergent les thérapsides, et là où nous en sommes, ce sont les thériodontes, des euthériodontes que naissent les suivants, les cynodontes. Alors pour le coup, c'est comme qu'il y aurait une autre grande étape de franchie vers les mammifères. Pour simplifier, nous pourrions dire que si la première étape fut celle des amniotes, la seconde celle des pélicosaures et la troisième celle des thérapsides, la quatrième est celle des cynodontes, la grande étape de l'évolution mammalienne. C'est le groupe qui va donner naissance aux mammaliaformes, clade à l'origine des mammifères. À ce stade, les caractères ancestraux, les caractères pélicosauriens très reptiliens, sont loin derrière nous. Et morphologiquement parlant, les cynodontes sont désormais plus proches des mammifères que des pélicosaures. Du reste, on constate, sur l'arbre phylogénétique, que les derniers membres du grade des pélicosaures du Permien ont disparu à tout jamais. Toujours sur notre cladogramme, la visibilité du clade des cynodontes est quelque peu succincte. Alors pour vous donner un aperçu de la complexité de la chose, en voici un autre, un peu plus élaboré. Et pas qu'un peu, je dirais même qu'il est trop élaboré pour le cadre de cet épisode, vous en conviendrez. Non mais vous avez vu cette populace ? Les cynodontes sont en effet très nombreux et très diversifiés, répartis à travers l'ensemble des continents. Eux aussi étaient présents jusqu'à l'Antarctique. Alors, pour ne pas se perdre dans les méandres de la phylogénie du groupe, simplifions les choses autant que faire se peut. Partons du principe que le groupe est divisé en trois grandes parties. Les cynodontes basaux, les cynognathiens, et pour terminer, les cynodontes les plus dérivés, les probénognathiens. Ceci étant, sur la branche des thérapsides, le premier cynodonte que nous rencontrons se nomme Carasognathus gracilis, mâchoire crantée gracile. C'est à ce jour le cynodonte le plus basal, le plus ancien que nous connaissons.
Il s'agit d'un petit carnivore d'une quarantaine de centimètres daté d'environ 257 millions d'années, découvert en Afrique du Sud et décrit assez récemment, en 2007. Alors, ce qui est remarquable avec ce fossile, c'est qu'il présente un nouveau caractère dentaire. Un caractère dentaire propre aux mammifères. Ses dents postcanines, ses molaires, sont ornées non pas d'une seule pointe, mais de plusieurs, les cuspides. D'où son nom de mâchoire crantée. Des cuspides bien utiles pour broyer ou mâcher la nourriture. C'est la première fois qu'on parle de molaires. Enfin, mâcher est un bien grand mot. Car pour mâcher, mastiquer, il faudrait des joues afin de refermer la bouche latéralement, pour pas que la nourriture s'échappe sur les côtés, si vous voyez ce que je veux dire. Or, ce n'est pas encore le cas avec Carasognathus. Autre chose, souvenez-vous de l'os angulaire que j'ai mentionné dans les épisodes précédents. Chez Carasognathus, il adopte une forme en cuillère, plus proche de la bulle tympanique des mammifères. Ce n'est pas tout. L'os dentaire est si grand chez Carasognathus qu'il occupe la majeure partie de la mâchoire, comme chez les mammifères. Et l'articulation de la tête avec les premières vertèbres cervicales est double, divisée en deux, au lieu d'un seul comme chez les thérapsides plus basaux et les reptiles. Enfin, contrairement à ses contemporains les gorgonopsiens et les thérocéphaliens, Carasognathus était un petit animal insectivore, ce qui va devenir un thème récurrent dans la grande histoire évolutive des mammifères mésozoïques. Et oui, les mammifères ont été des insectivores pendant des millions d'années. Et il y a fort à parier qu'on y reviendra. Bref, comme vous l'aurez compris, avec les cynodontes, on entreaperçoit les mammifères en devenir. Continuons. Ah, nous sommes il y a 250 millions d'années, juste après la crise Permien-Trias, qui a eu raison des birmosuchiens et autres gorgonopsiens. De notre longue lignée, seuls subsistent quelques anomodontes et autres thérocéphales, qui perdureront encore quelques millions d'années. Mais leur règne expirera vers la fin de la période, en partie sous la pression des nouveaux venus, un clade qui va régner sur les quelques 160 millions d'années qui vont suivre. Vous l'aurez compris, il s'agit des archosaures, et dinosaures en tête de cortège. Et effectivement, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, le Mésozoïque, l'ère des dinosaures. Néanmoins, ces derniers s'épanouiront réellement que vers la fin de cette nouvelle période qu'est le Trias. Ce qui va laisser à nos protagonistes encore quelques dizaines de millions d'années pour continuer à évoluer et se diversifier. D'autant plus que le climat va changer de façon drastique au cours du Trias. Ce qui nous amène au prochain spécimen de notre cladogramme, Trynaxodon. Bien qu'il ne soit pas désigné comme Trynaxodon, il est un autre protagoniste de la célèbre série de la BBC. Celle-ci nous donne un aperçu de l'animal, mais pour le coup, 20 ans ont passé, et la recherche, entre-temps, elle a avancé, et de facto, ce n'est plus vraiment d'actualité. Je ne sais pas exactement où en était la recherche à la fin des années 90, mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il l'aurait présenté autrement. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, Julien y a déjà consacré une vidéo. Mais en gros, il n'aurait pas de mamelles, pas de moustache, pas de truffe, et il n'aurait certainement pas parlé d'allaitement. Et voyez comme se déplace l'animal en se dandinant. C'est dû au positionnement des membres par rapport au corps. Ils sont en posture rampante, comme les lézards actuels. Or, nous avons vu dans l'épisode précédent que quelques millions d'années auparavant, les thérapsides basaux avaient vu leur position de leurs membres passer de la posture rampante à la posture semi-érigée pour les membres antérieurs et en posture totalement érigée pour les membres postérieurs. Et dernier petit détail pour la route, et non des moindres, qu'en est-il des poils? Une question épineuse s'il en est. Eh bien, en fait, au jour d'aujourd'hui, nous n'en savons pas grand-chose. Et les chercheurs, ils cherchent. Mais faute de fossiles probants, au mieux on situe l'apparition des poils, tout comme l'apparition des mamelles, dans une fourchette de quelques millions d'années, aux alentours des 240-250 millions d'années, entre la fin du Permien et le début du Trias. Autant dire que la fourchette est plutôt large. Ah, tu ne crois pas si bien dire.
Là où ces 30 dernières années de découvertes paléontologiques ont documenté et documentent encore avec une exquise finesse toutes les étapes de l'évolution du plumage chez les dinosaures, on ne peut pas dire que les cynodontes aient eu la même chance pour l'instant. Les premières traces de poils authentiques, irréfutables, sont ceux de Castorrhocoda et Myopatagium, deux mammifères qui vivaient il y a 160 millions d'années en Chine. Et on a quelques poils ou choses qui ressemblent à des poils dans des coprolites d'origine indéterminée vieilles de 160 millions d'années provenant de Russie et d'Afrique du Sud. Donc, même si une origine autour du Trias reste probable, on part quand même sur une marge d'erreur pour l'origine du poil d'environ 95 millions d'années. Ça fait quand même une large fourchette. Ouais, comme dirait un certain humoriste, c'est plutôt un râteau. Bref, pour conclure, il serait plus sérieux d'imaginer Trinaxodon comme une sorte de blaireau, imberbe et sans moustache, avec des molaires à plusieurs cuspides, et qui effectivement, bon point pour le documentaire, vivait dans des terriers. Un animal fouisseur, comme bon nombre de dicynodontes avant lui, et qui, peut-être, était à sang chaud, mais rien n'est moins sûr, pour le moment. Cela dit, je me répète peut-être, mais à l'époque j'avais trouvé ce documentaire exceptionnel. J'étais ébahi par les images et les reconstitutions. Malheureusement, les années ont passé, et la recherche qui avance font de ce documentaire un documentaire un peu désuet et souvent erroné. Toutefois, concernant les mammifères, je vous conseillerais de vous procurer l'excellent épisode de la série Les Mondes Perdus, produit par Arte, nommé L'aube des mammifères. Vous connaissez certainement la qualité des documentaires Arte, alors je ne vous en dis pas plus. Mais si vous préférez lire, il y a aussi le superbe bouquin. Les liens sont en description. Pour revenir à Trinaxodon, ajoutons qu'il est le premier cynodonte à posséder un palais secondaire et des fosses sur les arcades jugales, permettant l'insertion des muscles zygomatiques. C'est donc le premier cynodonte avec des joues et capable de respirer en mâchant. Par ailleurs, c'est chez Trinaxodon que se développe sur l'arrière des pattes un petit os bien utile, le talon. Et si l'on regarde son squelette de plus près, nous voyons que la cage thoracique s'est réduite considérablement par rapport à ses cousins plus basaux, divisant ainsi très distinctement le thorax de l'abdomen. Une telle division de la cage thoracique et de l'abdomen, de la fonction respiratoire et digestive du ventre, nous amène à nous poser la question: possédait-il déjà un diaphragme pour séparer les deux, lui permettant au passage une respiration plus optimisée? De nouveau une question sans réponse. Poursuivons. Après les cynodontes, voici venir les eucynodontes, avec le clade des cynognathiens, les cynognathiens, mâchoire de chien. Le clade des cynognathiens va perdurer durant quasiment toute la période du Trias, si longtemps que certains auront le temps d'évoluer vers l'herbivorie et d'atteindre des tailles gigantesques, comme Titanogomphodon, dont je n'ai pas trouvé d'illustration. Mais voici le crâne d'un de ses cousins de plus petite taille, Diadémodon, 40 cm de crâne, presque autant qu'un hippopotame. Ces animaux ont vu tout au long de leur évolution leur morphologie évoluer. Les os du crâne ont continué à s'amoindrir tout en fusionnant, et le processus de réduction du nombre de phalanges entamé bien des millions d'années plus tôt arrive bientôt à son terme pour se réduire au nombre de phalanges que les mammifères possèdent aujourd'hui. 2, 3, 3, 3, 3. Voici un spécimen de ce clade, Cynognathus crateronotus, un carnivore d'un peu plus d'un mètre de long du Trias moyen, était présent dans le sud de la Pangée. Ces fossiles ayant été découverts en Amérique du Sud, dans plusieurs pays d'Afrique et en Antarctique. Une fois de plus, on remarque que les différentes reconstitutions l'affluent toujours d'une truffe, bien que son fossile présente clairement de l'os sur son museau. Ainsi, à partir des cynognathiens jusqu'au premier mammaliaforme, bon nombre de changements, pas toujours ostentatoires, vont s'opérer. En parallèle, émerge l'autre grand groupe des eucynodontes, les probénognathiens, le plus basal étant l'Uncuia fusi. On se rapproche vraiment très près des mammifères. L'Uncuia est un fossile assez récent du Trias moyen d'Afrique du Sud.
découvert dans le bassin du Karoo, le terrain de jeu de notre invité. Non loin de la zone où fut découvert Sinognathus que nous avons mentionné précédemment. Il s'agit d'un petit crâne d'environ 6 cm, au palais secondaire encore plus développé, s'étendant jusqu'en dessous de l'orbite, comme chez les mammifères. Et sa petite taille nous amène à penser qu'à ce moment de l'histoire, la lignée s'était déjà fortement réduite en termes de taille, pour échapper aux archosaures prédateurs, alors en pleine ascension. Allez, on continue. Et j'aime autant vous dire qu'à partir de là, ça va aller très vite. Car comme vous pouvez le constater, nous sommes vraiment très proches des mammaliaformes, futurs mammifères. Et comme nous allons le voir, les modifications vers une anatomie plus mammalienne vont se succéder rapidement et presque imperceptiblement. Je veux dire par là que la plupart de ces changements sont surtout d'ordre interne, squelettique, dans l'ensemble des trucs assez complexes pour les non-scientifiques que nous sommes. De plus, c'est difficile à illustrer, alors on va faire simple. Par ailleurs, ne perdez pas de vue que les archosaures sont en pleine émergence. Aussi, ces animaux, au cours des millions d'années qui vont suivre, sont amenés à s'adapter, comme devenir arboricoles ou encore nocturnes. Et pour ce faire, bien des mutations vont devoir s'opérer. Alors qu'ils échappent à la concurrence des archosaures en devenant majoritairement nocturnes, les probénognathiens perdent leur acuité visuelle. En contrepartie, les lobes olfactifs et les vibrisses se développent, améliorant l'odorat et le sens du toucher, tandis que la cochlée de l'oreille interne s'enroule, permettant une meilleure audition dans les hautes fréquences. Cette dernière adaptation va s'accompagner d'une transformation des os de la mâchoire en osselets de l'oreille moyenne. Les reptiles sont séparés des mammifères par la structure de l'articulation de leur mâchoire. Chez les reptiles, les os à l'arrière du dentaire s'articulent au crâne, comme chez les pélicosaures et les thérapsides. Mais chez les mammifères, le crâne s'articule directement au dentaire, car les os de la mâchoire sont devenus les osselets de l'oreille, le marteau, l'enclume et l'étrier. La transformation entre les deux états a lieu chez les probénognathiens, chez qui l'articulation reptilienne de la mâchoire cohabite avec l'articulation mammalienne. C'est par exemple le cas chez le très justement nommé Diarthrognathus, qui signifie littéralement mâchoire à deux articulations. Effectivement, ça va très vite. C'est ainsi que l'on voit l'apparition du sternum renfermant la cage thoracique dont les côtes deviennent totalement tubulaires, ou encore les os du bassin qui se modifient, amenant les cynodontes probénognathiens à une posture totalement érigée. Chez les tritélodontidae, au niveau du crâne, une fois de plus, les os fusionnent, réduisant ainsi leur nombre, tout en simplifiant l'anatomie crânienne. L'os pétreux, qui contient l'oreille interne, apparaît, l'articulation de la mâchoire se simplifie et leurs dents se complexifient encore, avec l'apparition de nouvelles cuspides. Lorsqu'apparaissent les brasilodontidae, des animaux de petite taille, les molaires ont désormais deux racines au lieu d'une, ce qui veut dire que devant elles se trouvent des fausses molaires, à une seule racine. C'est l'apparition des prémolaires, typiquement mammaliennes, et faisant des brasilodontidae les plus mammaliens des cynodontes. Puis apparaissent enfin les mammaliaformes. Nous y sommes. Le cerveau, jusqu'alors de forme tubulaire, s'arrondit avec l'apparition des hémisphères. Les os du crâne, encore eux, se transforment à nouveau, et apparaît alors un os séparant le cerveau de la cavité nasale. Le cerveau, un organe très important chez les mammifères, se retrouve ainsi totalement isolé et protégé. La denture se spécialise, 4 incisives, 2 canines, 5 prémolaires et 5 molaires, forment maintenant la denture spécifique des mammifères du moment. Et parmi ces animaux, certains deviendront des primates. Aussi, si vous voulez poursuivre l'aventure, je vous invite à regarder la suite de ce périple, avec cet épisode consacré à l'évolution des primates, qui fait raccord avec cette mini-série. Et vous verrez qu'il reste encore bien des transformations, des mutations, avant qu'apparaissent les hominidés. Voilà, j'espère que cette petite série vous aura plu, car elle m'a demandé un travail considérable. Laissez-moi vous dire que ce fut assez compliqué, et ça vient de le dire, à remettre tout dans l'ordre. Alors s'il vous plaît, pensez au petit pouce bleu, partagez, commentez, et bien sûr, abonnez-vous. Merci à Julien, qui est spécialisé dans le permien, pour sa participation et son aide.
ce fut un très grand plaisir de collaborer avec toi Simplex, merci beaucoup de m'avoir invité. Heureusement qu'il était là pour m'épauler et répondre à quelques-unes de mes interrogations. Pour le coup, je lui ai bien pris la tête. Alors si vous voulez plus de détails concernant la paléomammalogie et approfondir cette vidéo, allez donc assister à un de ces cours qui sont disponibles sur YouTube. Croyez-moi, vous serez servi. Le lien est bien évidemment en description. Alors, comme toujours, merci aux tipeurs, je vous adore. Merci aux youtubeurs, je vous adore aussi. Et merci à tout le monde pour être là et pour nous suivre. 20 000, incroyable! Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye!